Nous sommes en 1852, au cœur de la Géorgie, où l'air est lourd de la chaleur du sud et de la sueur de ceux qui travaillent la terre. Les champs de coton étendent à perte de vue, d'un blanc éclatant sous un soleil de plomb, une richesse construite sur le dos d'hommes et de femmes privés de leur liberté. Au centre de ce monde se dresse une immense plantation, dirigée d'une main de fer par le colonel Alistair Vance. C'est un homme d'environ 55 ans, dont la stature imposante et le regard glacial suffisent à faire taire toute contestation. Sa fortune et son nom sont tout ce qui compte pour lui, et il maintient son pouvoir par une discipline stricte et une cruauté calculée. Chaque recoin de son domaine, de la grande maison aux cabanes délabrées des esclaves, est soumis à sa volonté inébranlable. Pour lui, les êtres humains ne sont que des outils, les esclaves pour leur force de travail, et même sa propre famille pour son prestige social. Personne n'ose le défier, car tous connaissent le prix de sa colère, une colère qui ne tarde jamais à frapper. Le colonel Vance est un homme obsédé par sa lignée et par l'image que sa famille projette dans la haute société. Il considère sa fille unique, Elara, non pas avec l'affection d'un père, mais comme un pion stratégique pour assurer l'avenir de son nom. Cependant, Elara ne correspond pas aux idéaux de beauté de l'époque. Ses formes généreuses et son regard mélancolique sont, aux yeux de son père, une source de honte et d'irritation constante. Il voit en elle un défaut, une tache sur sa réputation impeccable. Chaque jour, il la rabaisse par des remarques cinglantes ou des silences méprisants, lui faisant sentir qu'elle est une déception. Sa cruauté n'est pas toujours physique, elle est le plus souvent psychologique, un poison lent qu'il distille pour la façonner à son gré. Il attend d'elle une soumission parfaite et un mariage avantageux, mais son apparence, qu'il juge imparfaite, est pour lui un affront personnel, un échec qu'il ne peut tolérer, et qu'il est déterminé à corriger par tous les moyens, aussi brutaux soient-ils. La situation atteint son point de rupture lors d'un bal organisé pour élite locale. Un riche prétendant, que le colonel avait soigneusement choisi, humilie publiquement Elara en la rejetant avec dédain à cause de son physique. Pour le colonel Vance, la honte est insupportable. Sa fureur, longtemps contenue, explose avec une violence terrifiante. Au lieu de la réconforter, il la saisit par le bras et la traîne hors de la salle de bal, devant les regards choqués des invités. Il ne la conduit pas à sa chambre, mais dans la cour centrale de la plantation, en plein jour. Il rassemble tous les esclaves et les contremaîtres, créant une audience pour le spectacle de sa vengeance. Là, il désigne Samuel, un homme réduit en esclavage, grand et silencieux, que tout le monde surnomme le « sauvage » à cause de ses origines inconnues. D'une voix forte et sans appel, le colonel déclare qu'Elara vivra dans la cabane de cet homme pendant 1 semaine, pour qu'elle apprenne enfin sa véritable valeur. L'acte est d'une cruauté inouïe, conçu pour la briser complètement. Si cette introduction vous a déjà captivé, et que vous voulez savoir ce qu'il va advenir d'Elara et de Samuel, c'est le moment idéal pour nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cet acte terrible du colonel Vance. Votre soutien nous aide à continuer de raconter ces histoires puissantes. Elara Vance vivait dans une prison dorée, où les barreaux étaient pas de fer mais faits du mépris constant de son père. Dans le silence de sa chambre, loin des regards critiques, elle était pas la déception que le colonel voyait en elle. Était une jeune femme à l'esprit vif, qui dévorait les livres de la bibliothèque paternelle et observait le monde avec une lucidité douloureuse. Elle comprenait les mécanismes cruels de la plantation, bien mieux que son père ne l'imaginait. Mais cette intelligence était un fardeau, car elle la rendait pleinement consciente de sa situation. Chaque jour, le reflet que lui renvoyait le miroir était celui d'une étrangère, une silhouette que la société rejetait et que son propre père haïssait. Elle ne désirait ni les bals fastueux ni les riches prétendants, elle aspirait à un simple regard qui verrait au-delà de son apparence, une connexion humaine qui ne serait pas dictée par l'intérêt ou le calcul. Ce désir secret, elle le gardait enfoui au plus profond d'elle-même, comme une fleur fragile attendant une lumière qui ne venait jamais, écrasée par le poids des attentes et de la solitude. Le conflit entre Elara et son père était une guerre froide, menée sans crime et avec une violence psychologique implacable. Le colonel Vance n'avait pas besoin de lever la main sur elle. Ses mots et ses silences étaient bien plus destructeurs. Avant chaque événement social, il l'inspectait comme un général passe ses troupes en revue, cherchant la moindre faille. « Cette robe te grossit encore plus », disait-il d'un ton glacial, ou bien « tâche au moins de ne pas nous faire honte ce soir ». Il la comparait sans cesse aux autres jeunes filles de la région, minces et dociles, la présentant comme un échec personnel, une tache sur l'honneur de la famille Vance. Elara avait appris à endurer ces humiliations,
en se réfugiant dans une impassibilité de façade, mais chaque pic était une blessure qui ne cicatrisait jamais. Elle se sentait comme un objet défectueux qu'il cherchait désespérément à réparer ou à cacher, incapable de voir la personne qui souffrait en silence derrière l'enveloppe qu'il méprisait tant. Sa soumission haine était pas de la faiblesse, mais une stratégie de survie dans un monde où elle n'avait aucune voix. Le soir du bal, l'humiliation privée devint un spectacle public. Le colonel avait tout misé sur un jeune et riche propriétaire terrien, espérant que la dot d'Elara compenserait ce qu'il considérait comme ses défauts physiques. Mais lorsque le jeune homme fut invité à danser avec elle, il la toisa avec un dégoût à peine dissimulé et refusa d'un geste méprisant, lâchant une remarque audible sur sa corpulence. Un rire étouffé parcourut l'assemblée, et pour Elara le monde s'arrêta. La musique semblait lointaine, les visages des invités se déformaient en masques moqueurs. Mais la véritable tempête se préparait dans les yeux du colonel Vance. Son visage devint une pierre, son regard brûlant non pas de compassion pour sa fille, mais d'une rage froide et calculée. Ce haine n'était pas la peine d'Elara qui l'importait, mais l'affront public fait à son nom. La honte haine était pas pour elle, elle était pour lui, et il était sur le point de la lui faire payer au centuple. Il ne tolérerait pas qu'on se moque de lui, et sa fille en était devenue l'instrument. Sans un mot, le colonel agrippa le bras d'Elara avec une force qui lui coupa le souffle. Il la tira hors de la salle de bal, traversant la foule des invités qui écartaient sur son passage, partagés entre la curiosité malsaine et la peur. Chaque pas était une nouvelle humiliation pour Elara, traînée comme une criminelle sous les regards de toute la bonne société de Géorgie. Elle s'attendait à être enfermée dans sa chambre, privée de repas, ou à subir une nouvelle avalanche de reproches cruels. Mais son père ne se dirigea pas vers la grande maison. Il la conduisit à l'extérieur, vers la cour centrale de la plantation, là où la vie des esclaves se déroulait. La panique commença à s'emparer d'elle lorsqu'elle vit les contremaîtres rassembler tout le monde sur son ordre, les tirant de leur cabane en pleine nuit. Le silence était total, seulement troublé par le crépitement des torches, qui jetaient des ombres dansantes sur les visages effrayés et interrogateurs. Elara comprit alors que sa punition ne serait pas privée. Ce serait un spectacle, une leçon de pouvoir destinée à tous. Devant l'audience captive et terrifiée, le colonel Vance s'arrêta. Son regard balaya la foule d'esclaves jusqu'à se poser sur un homme qui se tenait à écart, une silhouette imposante et silencieuse. Était Samuel, l'homme qu'on appelait le sauvage, parce qu'il parlait peu, et que ses origines étaient un mystère. Le colonel le désigna du doigt. « Puisque tu ne connais pas ta place parmi les gens de ton rang, déclara-t-il d'une voix qui claqua comme un coup de fouet, tu vas apprendre ta véritable valeur auprès de ceux qui n'en ont aucune. Pendant 1 semaine, tu vivras dans la cabane de cet homme. » Un murmure d'horreur parcourut la foule. L'acte était d'une cruauté inimaginable, visant à détruire non seulement la réputation d'Elara, mais son âme même. Il la livrait comme un animal, la dépouillant de son statut, de son nom et de sa dignité devant les yeux de tous. Pour Elara, ce haine n'était pas une punition. Était une sentence de mort sociale et spirituelle, prononcée par la personne qui aurait dû la protéger. Poussée sans ménagement par un contremaître, Elara trébucha sur le chemin de terre battue qui menait au quartier des esclaves. Chaque pas était une agonie et un défilé de honte, sous les regards des autres. Les esclaves, rassemblés de force, la regardaient passer avec un mélange de pitié et de terreur. Ils voyaient en elle, non pas la fille du maître, mais un avertissement vivant de ce que le colonel était capable de faire. Les contremaîtres, eux, affichaient des sourires cruels, savourant la chute de celle qui, quelques heures plus tôt, appartenait à un monde inaccessible. Elara ne sentait plus la douleur de la poigne du contremaître sur son bras, ni les cailloux sous ses pieds fins. Elle était vide, anesthésiée par l'humiliation. La porte de la cabane de Samuel se dressait devant elle comme l'entrée d'une tombe. Elle était plus Elara Vance, héritière d'une grande plantation. Elle était plus rien. Le contremaître la jeta à l'intérieur avec un dernier ricanement, et referma lourdement la porte, la plongeant dans une obscurité presque totale, et un silence assourdissant. L'intérieur de la cabane était à l'opposé de ce qu'elle avait imaginé. L'air était propre, sentant la terre et le bois sec, et non la saleté et la misère. Dans la pénombre, elle distinguait un ordre surprenant. Un simple grabat fait de paille était soigneusement disposé dans un coin, une unique couverture usée pliée dessus. Il n'y avait presque rien, mais le peu qui s'y trouvait était à sa place. Samuel se tenait dans le coin opposé, une silhouette massive et immobile. Elara retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Était lui, le mec sauvage, l'homme à qui son père l'avait livré comme un morceau de viande. Elle s'attendait à de la brutalité,
à un regard bestial, à la violence que son père avait promise. Mais l'homme ne bougeait pas. Il ne la regardait pas avec convoitise ou mépris, mais avec une expression indéchiffrable, une sorte de gravité calme qui était encore plus déconcertante que la haine. Sa présence remplissait la petite pièce, mais elle, haine, n'était pas menaçante. Elle était simplement là, silencieuse et insondable. La porte claqua, scellant son sort. Et Lara était piégée. Dehors, les bruits de la plantation s'estompaient, laissant place aux sons inquiétants de la nuit. Le cri d'un oiseau, le bruissement des feuilles, le lointain aboiement des chiens de garde. Chaque son était une menace. Elle se recroquevilla dans le coin le plus éloigné de Samuel, serrant ses bras autour d'elle, tremblant de froid et de peur. Elle attendait. Chaque minute qui passait était une torture, une attente insoutenable de l'horreur à venir. Le silence dans la cabane était plus lourd que n'importe quel cri. Elle pouvait entendre sa propre respiration, rapide et saccadée. Était donc ça, le plan de son père. Pas une simple humiliation, mais une destruction totale. Il l'avait jetée dans la fosse au lion pour qu'elle soit dévorée, pour que son esprit soit brisé en même temps que son corps. À cet instant, recroquevillée sur le sol froid, Lara Vance toucha le fond du désespoir, persuadée qu'il n'y avait aucune issue, que sa vie était terminée. Alors que les heures qui écoulaient lentement, Samuel fit un geste qui défia toute logique. Il ne s'approcha pas d'elle. Au lieu de cela, il se déplaça silencieusement vers son propre lit de paille, prit sa seule couverture et la déposa doucement sur le sol, de l'autre côté de la pièce, pour elle. Puis, sans un mot, il retourna s'asseoir par terre, le dos tourné, lui offrant l'illusion de l'intimité dans cet espace confiné. Ce simple acte de gentillesse fut un choc si violent pour Lara, qu'il en éclipsa presque sa peur. Était un geste humain, un geste de respect, la dernière chose à laquelle elle s'attendait de la part du sauvage. Son père l'avait traité comme un animal, la bonne société l'avait tourné en ridicule, mais cet homme, cet esclave qu'on disait à peine humain, lui offrait de la dignité. La confusion s'empara d'elle, plus puissante encore que la terreur. Le monde qu'elle avait toujours connu, avec ses règles cruelles et ses certitudes, commençait à se fissurer. Au matin, une faible lumière filtrait à travers les fentes des murs en bois, et Lara se réveilla, le corps endolori, surprise d'avoir survécu à la nuit. Elle avait dormi d'un sommeil agité, s'attendant à chaque instant au pire. Mais rien ne s'était passé. Samuel était déjà debout, près de la porte, le regard perdu vers les premiers rayons du soleil. Il ne l'avait pas touchée. Sur une caisse en bois qui servait de table, il y avait une miche de pain de maïs et un gobelet d'eau. Était sa ration de la journée, tout ce qu'il possédait, et il l'avait laissé pour elle. Et Lara le regarda, stupéfaite. Cet homme, que son père avait choisi pour être l'instrument de sa torture, se révélait être un protecteur silencieux. La cruauté du colonel avait pour but de lui montrer sa faible valeur, mais elle découvrait à la place une forme de noblesse qu'elle n'avait jamais rencontrée dans les salons dorés de la haute société. Elle était toujours sa prisonnière, mais le monstre haine était pas celui qu'on lui avait désigné. Si vous êtes touché par cet acte de bonté inattendu, et que vous voulez voir comment cette relation interdite va évoluer, prenez un instant pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et dites-nous en commentaire ce que vous inspire le personnage de Samuel. Les jours qui suivirent furent un long supplice. Enfermée dans la cabane, Lara était devenue une attraction. Les contremaîtres passaient régulièrement, jetant des regards narquois à travers la porte entr'ouverte, faisant des remarques dégradantes à voix haute pour qu'elle les entende. Elle était leur spectacle, la preuve vivante du pouvoir absolu du colonel. Les enfants des autres propriétaires venaient parfois jeter des pierres sur le toit de la cabane en riant. Elle entendait les murmures des esclaves qui travaillaient à proximité. Certains exprimaient de la pitié, d'autres la regardaient avec une méfiance mêlée de peur, la voyant comme une source de problèmes. Elle était passée de l'autre côté du miroir. Elle, était plus une observatrice du système, elle en était une victime, exposée, sans défense. Chaque heure qui passait la dépouillait un peu plus de son ancienne identité, la réduisant à un objet de curiosité et de mépris. La stratégie de son père fonctionnait à merveille. Il ne la punissait pas, il l'effaçait. Au 4e jour, le désespoir était installé comme un poison dans ses veines. La gentillesse silencieuse de Samuel était un baume étrange, mais elle ne changeait rien à sa situation. Elle était brisée. L'esprit vif et la force intérieure qui lui avaient permis de survivre aux années de mépris de son père avaient disparu, remplacés par une résignation vide. Elle ne voyait aucune issue. À la fin de la semaine,
Que se passerait-il? Son père la récupérerait, non pas pour la sauver, mais pour exhiber son œuvre, pour montrer à tous la fille soumise et anéantie qu'il avait toujours voulu. Elle serait une paria, une femme souillée, indigne de tout mariage, de toute vie sociale. Son nom était ruiné, son avenir anéanti. Elle était prise au piège d'une punition qui ne se terminerait jamais vraiment. Le colonel Vance avait gagné. Il avait réussi à la convaincre qu'elle n'avait aucune valeur. Dans le silence de la cabane, Elara sentit son âme éteindre, persuadée que son calvaire ne faisait que commencer. Au plus profond de son abattement, une étincelle inattendue commença à vaciller dans l'esprit d'Elara. Ce haine n'était pas une flamme de colère ou de rébellion, mais quelque chose de plus subtil, nourri par les gestes constants et silencieux de Samuel. Chaque matin, il lui laissait la plus grande part de leur maigre ration. Chaque soir, il s'asseyait le plus loin possible, lui offrant l'illusion d'une intimité et d'une sécurité qu'elle n'avait jamais connue, même dans sa propre chambre. Elle comprit peu à peu que ses actions haines n'étaient pas dictées par la pitié, mais par un profond respect de sa personne. Cet homme, que son père avait désigné comme un animal, la traitait avec plus d'humanité que quiconque dans sa vie. Lentement, la honte qui la rongeait commença à se transformer en une curiosité intense. Elle cessa de voir le sauvage, et commença à observer l'homme, cherchant à percer le mystère de sa dignité inébranlable dans un monde conçu pour la détruire. Leur communication établie dans le silence, un langage secret fait de regards et de gestes simples. Quand un contremaître passait en ricanant près de la cabane, le simple fait que Samuel se place entre la porte, et elle était une protection plus efficace que n'importe quel mur. Un jour, elle trébucha en se levant, et il lui tendit la main pour l'aider à se relever. Un contact bref mais chargé d'une confiance mutuelle. En retour, elle commença à prendre soin de leur espace confiné. Elle balayait le sol en terre battue avec une branche, pliait la couverture qu'il lui avait donnée, avec une précision presque militaire. Ces petits rituels devinrent les piliers de leur alliance silencieuse. Ils ne partageaient pas de mots, mais ils partageaient une existence, une résistance passive contre la cruauté qui les avait réunis. Dans cette cabane obscure, loin du faste hypocrite de la grande maison, ils construisaient un monde à eux, un refuge où la dignité était la seule monnaie échange. Elara, qui avait passé sa vie à dévorer les livres de la bibliothèque paternelle, découvrait une autre forme de savoir, une connaissance bien plus essentielle. Samuel lui enseignait le langage de la nature. D'un simple geste de la main, il lui montrait quelle baie sauvage, aperçue à travers une fente du mur, était comestible, et laquelle était un poison. Il imitait le chant d'un oiseau pour lui indiquer l'approche d'une personne bien avant qu'elle ne soit visible. Elle apprenait à lire les signes du temps dans la forme des nuages, et à reconnaître les traces d'animaux dans la poussière. Était une éducation à la survie, une sagesse pratique qui contrastait violemment avec les leçons de maintien et de piano qu'elle avait reçues. Pour la première fois de sa vie, elle apprenait des choses utiles, des compétences qui ne dépendaient pas de son nom ou de sa fortune, mais de son attention et de son intelligence. Elle se sentait non plus comme une victime, mais comme une apprentie. Un soir, elle remarqua une coupure profonde et enflammée sur l'avant-bras de Samuel, probablement causée par un outil dans les champs. Il l'ignorait avec le stoïcisme qui le caractérisait, mais Elara vit le danger d'infection. Sans hésiter, elle déchira une longue bande de son propre jupon, l'un des derniers vestiges de sa vie passée. Elle le trempa dans le gobelet d'eau potable et, avec une douceur infinie, commença à nettoyer la plaie. Samuel se laissa faire, son regard intense fixé sur elle, une expression de surprise et de gratitude se lisant dans ses yeux. Ce fut le premier soin qu'elle offrait à un autre être humain, un acte de réciprocité qui scella leur pacte. En prenant soin de sa blessure, elle soignait aussi la sienne. Elle était plus la demoiselle inutile et fragile que son père avait décrite. Elle était capable de protéger, de guérir. Elle avait trouvé un but dans cet enfer, une raison d'être qui allait bien au-delà de sa propre survie. Le matin du 5e jour, elle se réveilla devant un spectacle qui lui coupa le souffle et fit naître des larmes dans ses yeux. À l'entrée de la cabane, déposé avec une délicatesse infinie, se trouvait un petit bouquet de fleurs sauvages. Il y avait des violettes des bois, du chèvrefeuille, et quelques fleurs de coton d'un blanc pur. Samuel les avait cueillies à l'aube, avant le début du travail forcé, risquant une punition sévère s'il avait été vu. Ce n'était pas un geste de séduction, mais une offrande de beauté pure, un rappel qu'il existait encore de la couleur et de la vie dans un monde dominé par la grisaille de l'oppression. Pour Elara, qui n'avait jamais reçu de son père qu'un regard de dédain, ce simple bouquet était la plus grande déclaration d'amour qu'elle ait jamais connue. Était la preuve irréfutable que cet homme voyait en elle non pas un fardeau ou une honte,
mais une personne digne de recevoir de la beauté. Depuis sa prison de bois, le monde avait changé de perspective, et Lara ne voyait plus la plantation avec les yeux de la fille du maître. Elle la voyait depuis le bas de l'échelle, et cette nouvelle vision était une révélation brutale. Elle entendait les chants de travail qui, élevaient des chants, non pas comme une mélodie agréable, mais comme un gémissement collectif, un mélange de tristesse et de défi. Elle voyait la solidarité discrète entre les esclaves, un regard échangé, un morceau de pain partagé, des actes de bonté qui défiaient la déshumanisation constante du système. Elle comprenait enfin la peur omniprésente qui dictait chaque geste, chaque parole. La cruauté de son père N n'était pas une exception, mais la règle, le moteur, qui faisait tourner cette machine infernale. La véritable sauvagerie ne se trouvait pas dans les cabanes, mais dans la grande maison, cachée derrière des colonnes blanches et des sourires polis. Le colonel Vance de loin observait la scène avec une satisfaction glaciale. Il voyait sa fille, silencieuse et recluse dans la cabane, et interprétait son calme comme le signe de sa défaite. Pour lui, elle était enfin brisée, matée, ramenée à la place qu'il lui avait assignée. Il la voyait assise sur le seuil, le regard vide, et ne percevait pas la force nouvelle qui grandissait en elle. Il se méprenait lourdement, aveuglé par sa propre arrogance. Il ne pouvait imaginer qu'une alliance, et encore moins de l'affection, puisse naître dans de telles conditions. Son plan, croyait-il, avait parfaitement fonctionné. Il avait hâte de la récupérer, de l'exhiber comme un trophée de sa puissance, une créature soumise dont il avait purgé l'orgueil. Cette erreur de jugement monumentale serait sa perte, car pendant qu'il se réjouissait de sa victoire, ses victimes préparaient en silence le terrain de sa chute. La fin de la semaine approchait, et avec elle, le retour de la peur. Mais cette fois, était une peur différente. Ce N était plus seulement la peur pour elle-même, mais une angoisse profonde pour le sort de Samuel. Que lui arriverait-il, une fois qu'elle serait partie? Le colonel le punirait-il pour une faute imaginaire? Cette pensée était insupportable. Un soir, alors que l'obscurité était totale, Samuel s'assit plus près d'elle que d'habitude. Il ne dit rien, mais d'un doigt, il traça une longue ligne dans la terre battue, une ligne qui pointait résolument vers le nord. Puis il la regarda, et dans ses yeux, elle lut une question silencieuse, une proposition insensée, une promesse de liberté. S'enfuir. Était une idée folle, suicidaire, mais pour la première fois, l'avenir ne lui semblait plus être un mur infranchissable. Était un chemin dangereux et incertain, mais un chemin qu'ils pourraient peut-être parcourir ensemble. La dernière nuit tomba, lourde de non-dits et d'une tension palpable. Demain, le colonel Vance viendrait la chercher. Demain, leur monde secret serait détruit. Assis dans l'obscurité presque complète de la cabane, Lara et Samuel n'avaient jamais semblé aussi proches. Ils étaient plus la fille du maître et son geôlier involontaire. Ils étaient des alliés, liés par une épreuve qui les avait transformés à jamais. Lara sentait une force qu'elle n'avait jamais soupçonné posséder. La peur était toujours là, mais elle était désormais dominée par une détermination froide. Son père avait voulu lui apprendre sa valeur en la jetant au plus bas. Il avait réussi au-delà de ses espérances, mais pas de la manière qu'il attendait. Elle avait découvert sa véritable valeur non pas dans la soumission, mais dans la compassion, la résilience et l'amour. La jeune femme brisée avait disparu. À sa place se tenait une femme prête à affronter son destin, et à protéger l'homme qui lui avait sauvé, âme. Au lever du jour, après la proposition silencieuse de Samuel, quelque chose changea définitivement en Lara. La peur qui l'avait paralysée pendant des jours ne disparut pas, mais elle se transforma en une énergie froide et calculatrice. Elle ne pleurait plus sur son sort. Elle analysait sa situation avec la même lucidité qu'elle appliquait autrefois à ses lectures. Son père avait voulu la briser en la traitant comme un animal en cage, mais il lui avait offert sans le savoir la chose la plus précieuse. Une perspective. Depuis le bas de l'échelle, elle voyait toutes les fissures du système qu'il avait bâti. Elle accepta le pacte de Samuel, non pas comme un espoir fou, mais comme la première étape d'un plan. La victime était morte dans cette cabane, et à sa place se dressait une stratège. Son objectif, était plus seulement de survivre à la semaine, mais de détruire l'homme qui pensait l'avoir détruite, en lui reprenant la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui enlever, sa liberté. Sa première action fut d'observer, sa prison devint son poste de commandement. Chaque jour, elle mémorisait les routines de la plantation avec une précision obsessionnelle. Elle nota l'heure exacte où les contremaîtres changeaient de poste, remarquant qu'il y avait toujours une brève fenêtre de quelques minutes, où la surveillance près des bois du Nord était moins stricte. Elle étudia les livraisons de ravitaillement, comprenant quels chariots entraient et sortaient, et à quelle fréquence.
Elle écoutait les conversations des esclaves qui passaient, apprenant qui était loyal au colonel, par peur et qui, elle, était par intérêt. Elle utilisa son esprit, autrefois nourri de poésie et de philosophie, pour cartographier le fonctionnement de la plantation comme un général étudiant un champ de bataille. Son père la voyait comme une créature abattue, le regard vide, mais derrière ce masque de soumission, son cerveau tournait à plein régime, assemblant les pièces du puzzle de leur évasion. Pendant qu'Elara cartographiait le monde des hommes, Samuel lui enseignait celui de la nature. Leur communication restait presque sans mots, mais elle était d'une clarté absolue. Il lui montrait à travers les fentes du mur comment le vol des oiseaux pouvait indiquer un changement de temps, ou la présence d'un étranger. Il lui apprit à reconnaître le bruit d'un serpent de celui d'un animal inoffensif. Discrètement, il commença à amasser de minuscules objets essentiels à leur survie. Chaque soir, il revenait des champs avec quelque chose de nouveau, caché dans ses vêtements. Un morceau de silex pour faire du feu, quelques noix riches en énergie volées à un écureuil, ou une lanière de cuir solide qu'il avait récupérée d'un harnais cassé. Il ne préparait pas seulement une fuite, il préparait une nouvelle vie, une existence où leur savoir serait leur seule richesse et leur seule arme, pour survivre dans les vastes étendues sauvages qui les attendaient au-delà des champs de coton. Le plus grand défi pour Elara fut de maintenir sa façade de femme brisée. Était la clé de voûte de son plan. Chaque fois que son père ou l'un de ses contremaîtres passait près de la cabane pour savourer leur œuvre, elle baissait la tête, laissait ses épaules s'affaisser, et adoptait une expression de désespoir total. Elle laissait ses cheveux devenir sales et emmêlés, et ses beaux vêtements se tachaient de terre. Elle jouait le rôle de la victime parfaite, celle que le colonel voulait voir, une créature déchue qui avait enfin compris sa véritable valeur. Sa performance était si convaincante que son père se sentait triomphant. Il se vantait auprès de ses voisins de la façon dont il avait maté l'orgueil de sa fille, la transformant en un exemple de discipline. Il était tellement aveuglé par sa propre arrogance qu'il ne vit pas le feu qui brûlait dans les yeux d'Elara lorsqu'il lui tournait le dos, un feu de détermination qui n'attendait que le bon moment pour embraser son monde. Si la stratégie d'Elara et le courage de Samuel vous tiennent en haleine, c'est le moment de nous le faire savoir. Prenez une seconde pour vous abonner à notre chaîne, aimer cette vidéo, et nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce retournement de situation. Votre soutien est notre plus grande motivation. Elara savait que pour réussir, il ne pouvait pas être seul. Samuel, par sa dignité et sa force tranquille, avait gagné le respect silencieux de plusieurs autres esclaves. Elara utilisa cette connexion. Un jour, alors qu'une vieille femme nommée Hati, qui travaillait dans les cuisines de la grande maison, leur apporta leur maigre ration d'eau, Elara lui murmura quelques mots. Elle ne demanda pas d'aide directement, mais elle parla de la maladie de sa propre mère, un mensonge calculé pour créer un lien de sympathie. Le lendemain, Hati revint avec de l'eau, mais aussi avec un petit paquet contenant du pain et un morceau de viande séchée. Un autre jour, Samuel échangea un regard significatif avec un jeune garçon qui s'occupait des écuries. Il n'eut pas besoin de parler. Le garçon comprit. Une petite alliance secrète se formait, un réseau invisible de compassion et de résistance, tissé fil par fil sous le nez du colonel, qui ne voyait en ses esclaves que des bêtes de somme obéissantes. Le plan se précisa dans les moindres détails. Évasion aurait lieu la nuit suivant le retour d'Elara à la grande maison. Était le moment le plus audacieux, mais aussi le plus logique. Personne ne s'attendrait à ce qu'elle s'enfuit après avoir été sauvée. Elara savait que son père organiserait une sorte de cérémonie humiliante pour marquer la fin de sa punition. Après cela, il la laisserait probablement seule, la croyant définitivement soumise. C'est à ce moment-là qu'elle agirait. Samuel lui avait décrit un itinéraire précis. Suivre le lit de la rivière asséchée vers le nord, ce qui masquerait leurs traces, puis traverser les bois jusqu'à une ancienne piste utilisée par les trappeurs. Le garçon des écuries laisserait la porte arrière de l'enclos des chevaux mal verrouillée, et Hati créerait une diversion dans les cuisines en faisant, accidentellement, tomber une pile de casseroles au moment crucial. Chaque détail était pensé pour exploiter les failles du contrôle absolu du colonel. La veille du jour final, l'atmosphère dans la cabane était électrique. Il n'y avait plus de place pour la peur, seulement pour l'anticipation. Elara et Samuel s'assirent en silence pendant des heures, communiquant par la simple force de leur présence. Il lui tendit un petit sac en toile qu'il avait confectionné, contenant le silex, la nourriture, et les autres objets de survie. Était leur arche de Noé, un microcosme de leur futur. Elara, de son côté, avait réussi à conserver une petite broche en argent que son père ne lui avait pas confisquée. Était un objet sans valeur sentimentale, mais elle savait qu'il pourrait être échangé contre de la nourriture, ou un passage sûr s'il parvenait assez loin. En se transmettant ces objets, ils ne se donnaient pas seulement des outils, mais ils se confiaient mutuellement leur vie. Demain,
le colonel Vance viendrait la chercher pour la parade de sa victoire. Il ne savait pas qu'il ne faisait que déclencher la première phase de sa propre défaite. Le matin du 7e jour, le colonel Alistair Vance s'avança vers les quartiers des esclaves, suivi de 2 contremaîtres. Il marchait d'un pas lent et délibéré, savourant d'avance le spectacle de sa victoire. Il s'attendait à trouver sa fille en haillons, l'esprit brisé, suppliant qu'on la sorte de cet enfer. Il imaginait la voir se jeter à ses pieds, enfin soumise. Mais lorsqu'il ouvrit brutalement la porte de la cabane, la scène qui s'offrit à lui le glaça sur place. Elara se tenait droite, ses vêtements étaient certes souillés, mais son regard était clair et serein. Elle, était pas seule. Samuel se tenait légèrement en retrait, sa simple présence formant un bouclier invisible autour d'elle. Il n'y avait aucune trace de peur sur leur visage, seulement une dignité silencieuse qui était un affront direct à son autorité. La punition n'avait pas fonctionné. Au lieu de la briser, il l'avait transformée, et cette réalisation fit monter en lui une rage froide et incontrôlable, bien plus violente que la colère qui l'avait poussé à la condamner une semaine plus tôt. La fureur du colonel explosa, non pas en cris, mais en un ordre glacial qui claqua dans l'air matinal. Il ne voyait pas une alliance née du respect, mais une insubordination intolérable. Pour lui, le calme d'Elara et la posture protectrice de Samuel étaient la preuve d'une complicité inacceptable, une souillure ultime, pour le nom des Vance. « Saisissez-le », ordonna-t-il à ses contremaîtres en désignant Samuel. Cet animal a oublié sa place. Il va recevoir une leçon qu'aucun esclave de cette plantation n'oubliera jamais. Attachez-le au poteau. Il sera fouetté jusqu'à la mort, ici, devant tout le monde, pour avoir osé lever les yeux sur sa maîtresse. Un frisson d'horreur parcourut la foule d'esclaves qui avaient été rassemblés pour assister au retour d'Elara. Il comprenait que le colonel ne cherchait pas la justice, mais à laver son honneur bafoué dans le sang, et que sa cruauté ne connaîtrait aucune limite pour effacer Vel, échec de son plan sadique. Au moment où le contremaître, un homme brutal nommé Silas, s'avança pour saisir Samuel, l'impensable se produisit. Elara fit un pas en avant, et se plaça directement sur son chemin, lui barrant le passage de son propre corps. « Non, dit-elle. » Sa voix était pas celle d'une jeune fille effrayée qui supplie, mais celle d'une femme qui donne un ordre. Elle se tourna pour faire face à son père, et pour la première fois de sa vie, elle le regarda droit dans les yeux, sans la moindre trace de peur. « Vous ne le toucherez pas, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le silence stupéfait de la cour. « Le seul sauvage ici, ce n'est pas lui. C'est vous. Votre cruauté et votre orgueil ont fait de cette maison un enfer. Cet homme m'a montré plus d'humanité en une semaine que vous ne l'avez fait en toute une vie. » Chaque mot était une pierre lancée contre la façade de pouvoir et de respectabilité que son père avait mis des années à construire, et chaque pierre atteignait sa cible avec une précision dévastatrice. Le colonel Vance resta figé un instant, le visage décomposé par l'incrédulité. La rébellion ouverte de sa propre fille, devant tous ses esclaves et ses hommes, était une humiliation bien pire que le rejet d'un prétendant. Était une trahison absolue, une attaque frontale contre son autorité de maître et de père. Sa rage se mua en une haine pure. « Écarte-toi de là, fille insensée !» hurla-t-il, perdant pour la première fois son sang-froid calculé. « Silas, attrape-la et enferme-la. Elle a perdu la raison. » Mais le contremaître hésita. Voir la jeune Elara, qu'il avait toujours connue comme une ombre silencieuse et soumise, se dresser avec une telle force contre son tout-puissant père, créa une fissure dans la certitude de son obéissance. Cette fraction de seconde d'hésitation fut un séisme. Pour la première fois sur la plantation Vance, un ordre du colonel n'avait pas été exécuté sur le champ. Le pouvoir absolu qu'il croyait détenir venait de montrer sa première faille, visible aux yeux de tous. Voyant Elara en danger direct, menacée par la fureur de son propre père, Samuel agit d'une manière qui déconcerta tout le monde. Il ne tenta pas de se défendre ou de fuir, ce qui aurait signé son arrêt de mort, et mis Elara dans une position encore plus périlleuse. Au lieu de cela, il contourna doucement la jeune femme, s'avança vers le colonel, et, avec une lenteur et une dignité qui contrastaient avec la violence de la situation, il s'agenouilla sur le sol poussiéreux. Il baissa la tête, non pas en signe de soumission abjecte, mais comme un homme qui se prépare à prier, ou à faire un sacrifice. Ce geste inattendu stoppa net le contremaître et capta l'attention de chaque personne présente. Ce était pas l'acte d'un homme implorant pour sa vie. Était une manœuvre désespérée et brillante, un acte d'amour visant à détourner la colère du colonel de la femme qu'il protégeait, en s'offrant lui-même comme unique paratonnerre de cette tempête de haine.
Alors dans le silence pesant, l'homme qu'on appelait le sauvage, parce qu'il ne parlait jamais, releva la tête. Des larmes coulaient librement sur ses joues, mais son regard était ferme. Il ouvrit la bouche et parla, dans un anglais hésitant, marqué par un accent inconnu, mais dont chaque mot portait le poids d'une vérité foudroyante. Ne pas la punir, dit-il, sa voix rauque mais claire, s'adressant au colonel mais parlant pour tous. Elle, rien fait de mal. Elle a bon cœur. Un cœur que vous avez voulu écraser. Il marqua une pause, son regard balayant la foule. Vous dites que je suis un sauvage. Mais un sauvage ne jette pas son propre enfant en pâture pour calmer son orgueil. Un sauvage ne trouve pas de plaisir dans la souffrance des autres. Elle m'a soigné. Elle m'a regardé comme un homme. Vous ne regardez personne. Vous ne voyez que votre propre reflet dans la peur des autres. Ces paroles, simples et directes, étaient plus tranchantes que n'importe quel fouet. Un silence de mort s'abattit sur la cour de la plantation. Les mots de Samuel restèrent suspendus dans l'air, impossibles à ignorer. En quelques phrases, il avait retourné la situation, redéfini la notion de sauvagerie et de civilisation. Le véritable monstre haine n'était pas l'esclave à genoux, mais le maître debout devant lui, exposé dans toute sa petitesse et sa cruauté. Le colonel Vance était sans voix, son visage passant de la rage à une pâleur livide. Son pouvoir reposait sur l'illusion de sa supériorité morale et de son contrôle absolu. Samuel venait de pulvériser cette illusion en public. Les esclaves le regardaient différemment, non plus avec une peur totale, mais avec une lueur de mépris. Les contremaîtres eux-mêmes semblaient mal à l'aise. Elle, édifice de terreur et de respect que le colonel avait bâti, commençait à s'effondrer, non pas sous les coups d'une rébellion armée, mais sous le poids de la vérité prononcée par l'homme le plus humble de son domaine. La structure du pouvoir était brisée. La confrontation publique laissa le colonel Vance figé, vidé de son pouvoir. Son autorité, bâtie sur une peur inconditionnelle, était évaporée en un instant sous le poids des mots de Samuel. Ce soir-là, un silence inhabituel régnait sur la plantation. Ce haine était plus le silence de la soumission, mais celui d'une attente lourde de sens. À la faveur de l'obscurité, le plan d'Elara et Samuel se mit en marche avec une précision silencieuse. Un vacarme de casseroles tombé accidentellement dans les cuisines de la grande maison, orchestré par la vieille Hattie, détourna l'attention des contremaîtres. Au même moment, la porte arrière de l'enclos des chevaux grinça doucement, laissée entr'ouverte par un jeune garçon qui avait tout compris sans qu'un mot ne soit échangé. Dans l'ombre des grands chênes, Elara et Samuel se retrouvèrent. Un dernier regard vers la maison qui avait été sa prison dorée, et ils se tournèrent vers le nord, s'enfonçant dans la nuit, non pas comme des fugitifs, mais comme les pionniers de leur propre liberté, laissant derrière eux un monde en train de s'effondrer. Leur voyage vers le nord fut une épreuve qui forgea leur union dans le feu de l'adversité. Les jours étaient faits de prudence, et les nuits d'une vigilance constante, la peur des chasseurs d'esclaves et de leurs chiens les suivant comme une ombre. Mais dans cette nature sauvage et hostile, Samuel était plus le sauvage muet. Il était un roi dans son royaume. Il lisait les étoiles pour les guider, reconnaissait les plantes qui nourrissaient et celles qui guérissaient, et savait comment effacer leurs traces pour déjouer leurs poursuivants. Elara, de son côté, se dépouilla de son ancienne vie, avec une détermination farouche. Ses mains délicates apprirent à faire un feu, son esprit habitué aux livres apprit à lire les signes de la forêt. Chaque épreuve surmontée ensemble était une victoire, chaque repas partagé sous le ciel étoilé était un festin. Ils n'avaient rien, mais ils possédaient l'essentiel, le respect mutuel, et un amour qui grandissait à chaque pas, les éloignant de l'enfer qu'ils avaient fui, les rapprochant d'un avenir qu'ils construisaient de leurs propres mains. Après des mois de marche, ils atteignirent enfin les terres libres du Nord. Ils trouvèrent refuge dans une petite communauté isolée d'abolitionnistes et d'autres fugitifs, où la couleur de leur peau et leur passé importaient moins que la force de leur caractère. Là, ils bâtirent une nouvelle vie, simple et laborieuse, mais authentique. Samuel travailla la terre comme un homme libre, et Elara devint enseignante pour les enfants de la communauté, partageant le savoir qui avait été autrefois son seul refuge. Pendant ce temps, en Géorgie, la plantation Vance périclitait. Le colonel, brisé par l'humiliation publique et incapable de maintenir son autorité par la seule brutalité, sombra dans l'isolement et l'alcool, son empire de coton se désagrégeant lentement autour de lui, un monument vide à sa propre cruauté. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Votre soutien nous permet de continuer à donner vie à ces récits puissants. L'histoire d'Elara et de Samuel devint une légende, murmurée le soir dans les cabanes des esclaves à travers tout le sud. Ce haine n'était pas seulement le récit d'une évasion réussie, mais un symbole puissant d'espoir et de résistance.
C était l'histoire de la fille du maître qui avait trouvé plus de noblesse dans la cabane d'un esclave que dans le manoir de son père, et celle d'un homme que l'on disait sauvage mais dont elle, âme S, était révélée être la plus civilisée de toutes. Leur héritage N n'était pas fait de terre ou de richesse, mais d'une vérité fondamentale. La véritable sauvagerie ne réside pas dans l'ignorance ou la condition, mais dans la cruauté délibérée, et l'orgueil qui déshumanise les autres. La plus grande des noblesses, elle, se trouve dans la compassion, le courage de protéger ceux que l'on aime, et la dignité inébranlable, que même les chaînes les plus lourdes, ne peuvent parvenir à briser. Leur amour avait été un acte de défi, et leur liberté, la plus juste des vengeances.